Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre invité, Monsieur Emmanuel Dupuis. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Merci d'avoir accepté notre invitation un dimanche. Vous êtes un fidèle intervenant à l'émission Arc-en-Ciel. Il faut préciser à notre auditoire que Monsieur Emmanuel Dupuis est professeur associé à l'Université Paris-Sud, mais président à l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Comme vous le savez, M. Dupuis, l'émission Arc-en-Ciel a procédé à un décryptage très transversal sur la question de l'islam en Île-de-France. Et nous sommes arrivés à créer une boîte à idées avec différents intervenants, chacun dans sa spécialité, de faire des propositions, voire des observations pour sortir l'islam de France de sa crise. Première question, quelles sont selon vous les propositions que vous pouvez proposer, bien sûr, comme vous l'avez bien entendu, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron s'est fixé un ultimatum, c'est-à-dire d'ici la fin du premier semestre 2018, et une proposition pour la gestion de l'islam de France. Alors écoutez, on en sait beaucoup plus que par rapport à la dernière occasion que vous m'aviez donnée d'intervenir sur ce même sujet il y a quelques mois. Premièrement parce que le président Emmanuel Macron a précisé sa pensée et un certain nombre de travaux existent. Et si vous me permettez, je me positionnerai par rapport à ce qui existe ou les propositions telles qu'elles sont mises sur la table. Alors premièrement, le président Emmanuel Macron a rappelé que l'organisation de l'islam de France et l'islam en France n'était pas un bloc et qu'il y avait sans doute dans cette question deux questions sous-jacentes. Premièrement, l'organisation du culte. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Prenons par exemple celles qui ont été proposées en septembre dernier par le think tank libéral, certes, mais néanmoins intéressantes de l'Institut Montaigne, à travers la prose et le rapport proposé par Hakim El-Karawi, l'ancien conseiller de Jean-Pierre Raffarin. Il y a également un autre dossier, un autre chantier qui n'est pas déconnecté, mais qui est un petit peu différent et qui nécessite d'autres réponses, qui est celui du rapport entre l'islam et la République. Et c'est sans doute là que vous évoquez cette crise de l'islam en France. Le président Emmanuel Macron a précisé sa pensée et de ce point de vue-là, les choses sont un petit peu plus claires. Premièrement parce qu'il a longuement évoqué cette question de l'organisation du culte musulman lors de sa présentation des vœux aux autorités religieuses le 4 janvier dernier. Et bien évidemment, l'interview qu'il a donnée le 11 février dernier au JDD pose les jalons de ce qu'il appelle l'organisation de l'islam de France, et vous avez raison de rappeler que ces jalons devront aboutir à une proposition d'ici la fin du semestre 2018, donc vraisemblablement d'ici 2-3 mois. Alors, si on reprend toutes les propositions, puisque le rapport Montaigne précise un certain nombre de pistes qui, me semble-t-il, sont celles sur lesquelles le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Intérieur, est en train de travailler et qui sont pour certaines intéressantes et pour d'autres totalement contre-productives. La première question qui se pose, c'est celle de l'organisation des religions entre elles et la manière dont l'État se positionne par rapport à cela. Il y a une loi, la loi de 1905, qui précise que l'État n'a pas à interférer dans l'organisation du culte et l'État n'a pas, évidemment, à rémunérer les porte-paroles du culte, les des ministres du culte. Or, il y a des exceptions sur le territoire national, et des exceptions qui sont somme toute intéressantes à prendre en compte. C'est d'ailleurs une des propositions qui est faite, et j'en veux pour preuve évidemment le Concordat qui a été créé en 1801 pour des raisons historiques, pour ne pas perdre un certain nombre de territoires dans lesquels une majorité de la population pratiquait une religion qui n'était pas celle de la majorité de l'ensemble du territoire, en l'occurrence l'Alsace-Lorraine. Et cette Concordat qui a été étendue tout au long du 19e et du 20e siècle à un certain nombre de territoires français. J'en prends deux parce qu'ils sont symboliques et ils sont au cœur de l'actualité, la Guyane et Mayotte. Mayotte est intéressant puisque déjà à Mayotte, il y a 90% de la population qui est musulmane. Donc il y a un financement qui est intéressant à prendre en compte puisque sur l'île de Mayotte, donc Rome et Rome, département d'outre-mer s'inscrivant dans ce qu'on appelle les départements et les régions d'outre-mer, c'est les ministres du culte, donc administrant donc représentant la population française et donc à 90% musulmane sont payés par l'État. Donc l'extension du Concordat, puisque c'est une des propositions,
à ce qui existe déjà, puisqu'il y a des exceptions faites pour, comme je le disais, le financement du culte catholique, luthérien, réformé et israélite dans certaines parties du territoire, peut-être un sujet d'étude. Encore faut-il qu'on définisse les régions, puisque c'est par rapport, comme je le disais, à la proportion de la population soumise à un culte, si j'ose dire. Encore faut-il trouver la manière de ne pas territorialiser l'islam, mais bien évidemment d'avoir un concordat spécifique par rapport à l'islam. C'est une question évidemment intellectuellement très intéressante. Mais les raisons pour lesquelles il faut mettre en avant cette réflexion, ce sujet sur la table sont intéressants. Alors, je rappellerai quand même que derrière toute proposition, il y a un coût. Le coût n'est pas énorme, puisque les différents rapports, je prends celui de la fondation, celui proposé par l'Institut Montaigne, mais d'autres études précisent que le coût ne serait pas supérieur à 10 millions d'euros, en tout cas entre 5 et 10 millions d'euros. D'ailleurs, Régis Debray, dans un précédent rapport qu'il avait proposé au ministre, qui avait présenté au ministre de l'Éducation nationale en février 2002, le rapport s'intitulait « Enseignement du fait religieux dans l'école », précisait qu'effectivement, c'était un des sujets sur lequel une réflexion pouvait être engagée. Donc voilà une première réflexion. Justement, M. Dupuy, vous avez parlé d'un rapport Montaigne, bien sûr par l'intermédiaire de notre cher ami Hakim El-Karoui, mais récemment il y avait un autre intervenant chez moi, c'est M. Ahmed Ogras, qui est le président du CFCM. Et je lui ai posé la question autrement, et lui-même, il a répondu comme quoi simplement sont en train, je crois vers le 25 de ce mois-ci, d'organiser, d'après ce qu'il a dit, c'est ses termes à lui, un IRM, c'est-à-dire de l'État de l'islam de France, et de faire des propositions aussi par l'intermédiaire du CFCM, autant qu'organe représentatif à grande échelle ou à petite échelle, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est une instance institutionnelle qui est connue et reconnue, et de proposer des positions. Et la question qu'il a posée aussi, c'est que simplement, peut-on parler d'un rapport fait par des non-musulmans pour l'islam de France? Non, alors moi, nul n'est mon intention de critiquer quelque rapport qu'il soit. Aucun rapport ne sera exclusif. Encore une fois, les propositions n'émaneront pas d'une instance plutôt que d'une autre. Ce sera une concertation. Vous savez, ça fait très longtemps qu'on se penche sur cette question. Un recteur de l'éducation nationale qui s'appelait Joutard, en 1989, avait posé la même question. L'enseignement du fait religieux dans l'école, on en était resté, et je pense qu'on devrait en rester sur la question, non pas de l'organisation d'un enseignement spécifique, mais l'intégration du fait religieux, quel qu'il soit, dans l'éducation nationale. C'est-à-dire pas de cours de religion, mais le fait que la religion appartienne et a structuré un certain nombre ou explique un certain nombre de faits à la fois religieux ou peut-être perçus, analysés, décryptés à travers d'autres matières. Je pense notamment, encore une fois, à l'éducation scientifique par exemple, ou tout simplement à l'éducation culturelle, artistique et musicale. Donc ce n'est pas une instance qui aura primauté sur les autres. Il y a une conjonction de réflexion qui est en train d'être menée. L'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Blanco, fait aussi un certain nombre de propositions. Un certain nombre d'élus sont en train de réfléchir à la question. Il y aura sans doute d'ailleurs des propositions de loi qui émaneront d'un certain nombre de parlementaires. Alors, pour répondre à votre question, faut-il que des non-musulmans puissent avoir une réflexion sur la question? Bien évidemment, puisqu'il s'agit de créer l'organisation d'un culte, certes, qui est important, mais qui ne représente, je le rappelle, selon les chiffres d'une enquête du CEVIPOF, que 10% de la population française, plus ou moins 10% de la population française, les chiffres là aussi sont vagues, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de statistiques ni ethniques ni religieuses en France, puisque c'est interdit par la loi. Donc ça aussi c'est intéressant de réfléchir à cette question de la place et de la légitimité des uns et des autres à poser la question, et puisqu'il s'agit de deux chantiers, comme je l'ai dit, l'organisation de l'islam par rapport à la République, bien évidemment, ça n'est pas une question qui n'implique qu'une position musulmane, c'est une question qui implique un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'éducation nationale, l'administration publique, les élus, évidemment, qu'ils soient locaux
ou les représentants de la nation. Voilà pour répondre à votre première interrogation. Après, il y a toute une série de sujets. Bon, je vais les survoler parce qu'ils méritent quand même des précisions. Et là aussi, ils s'inscrivent dans une continuité et non pas dans une finalité intellectuelle. Il y a une deuxième question par rapport au financement de l'islam de France, puisque une des questions qui est posée, et Emmanuel Macron, et comme ses prédécesseurs, et Nicolas Sarkozy l'avaient posée d'une certaine façon, en ayant sans doute une réponse inadaptée, ou en tout cas pas suffisamment adaptée à la réalité stratégique, c'est l'indépendance de ce financement. Si on veut créer un islam de France et un islam en France, bien évidemment, il ne faut pas dépendre de financement extérieur. Donc il faut trouver les financements pour l'organisation de ce culte. Encore une fois, la loi de 1905 précise que l'État n'a pas à financer les cultes. Et de ce point de vue-là, il y a des propositions qui sont intéressantes. Mon ami Lotfi Belhadj, un intellectuel tunisien, avait écrit il y a de cela une dizaine d'années un livre qui s'appelle La Bible du halal, qui précise que l'industrie du halal est sans doute une des pistes sur lesquelles il peut y avoir des positions intéressantes. L'Institut Montaigne précise que, par exemple, s'il fallait taxer le halal, comme on taxe un certain nombre de produits alimentaires, c'est près de 50 millions d'euros par an qui viendraient nourrir ou permettre ce financement, encore une fois, si j'ose dire, endogène de l'islam de France. Voilà, ce ne sont que des propositions. Après, moi, justement, je crois que vous avez entendu parler de la dernière proposition au Sénat, récente, la toute dernière récente, de M. Hervé Morin au Sénat, qui est en date de... Oui, sénateur Hervé Morin, bien sûr. Exactement. Il vient de proposer mardi dernier, mardi 20 mars, une proposition sur cette question de financement des lieux de culte. Lui, il a parlé un petit peu des lieux de culte. Il faut que ça soit transparent. Il faut qu'on voit ça vient d'où cet argent et il part où, quelque part. Cette question-là est posée non seulement par mon ami Hervé Morin, puisque nous appartenons au même parti politique, donc c'est une question qui nous préoccupe dans ma famille politique, la famille centriste. Bien évidemment, cette question pose une double réflexion. Premièrement, l'émergence d'un point de vue local. Donc le fait que, avec la multiplication des centres décisionnels, la création de nouvelles structures, les agglomérations, les métropoles, la revigoration du principe de décentralisation, tout ne doit pas être décidé par l'État, premièrement. Donc il y a un certain nombre de positions que les élus locaux, que les maires doivent aussi faire, et c'est une des raisons pour lesquelles Hervé Morin s'est impliqué sur cette question. L'autre question, bien évidemment, c'est celui, comme je le disais précédemment, du caractère exogène et du financement et du recrutement, et pour ne pas dire le fil à la patte qui pourrait nous amener à être, pour certains, trop dépendants, ou pour d'autres, dans une logique de retour sur investissement. C'est une des raisons pour laquelle on ne peut pas penser la question du rapport entre l'islam et la religion sans réfléchir à la manière dont nous nous positionnons en matière d'État par rapport à un certain nombre de pays, donc en interrogeant ou en remettant en cause, au sens littéral du terme, un certain nombre de choix par rapport à un certain nombre de pays. Évidemment, la réflexion que nous avons avec un certain nombre de pays qui agissent comme des États qui vantent une certaine forme de diplomatie religieuse. Je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui a dépensé durant les 10 dernières années près de 10 milliards d'euros pour cette diplomatie religieuse. Cette expansion, ce prosélytisme wahhabite interroge, puisque, d'une certaine façon, c'est une des raisons pour laquelle il y a une forme de radicalisation qui a pu amener à des solutions ou à des expériences évidemment qui nous sont fortement défavorables, si j'ose dire. En l'occurrence, l'instabilité dans le Sahel, pour beaucoup, revient à réfléchir à la manière dont le culte musulman a été géré, ou a été organisé dans cette partie du monde fragilisée par d'autres facteurs. Donc oui, bien sûr, c'est une question importante à laquelle tous les élus doivent contribuer. Mais justement, parce que vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, il y a aussi des faits nouveaux, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a cette ouverture, j'ose dire, d'esprit de nouveaux hommes forts de l'Arabie Saoudite, Monsieur Ben Salman. Est-ce que s'agit-il d'une coupure pure et simple avec l'esprit wahhabiste auparavant? Alors ça, il faudra beaucoup plus de temps que les quelques semaines ou les quelques mois qui préfigurent cette révolution engagée par Mohamed Ben Salman. Effectivement, il s'est attaqué très récemment, mais en dernier recours, si j'ose dire, d'une manière moins forte vis-à-vis des autorités religieuses qu'il ne l'a fait
disons que la main a été un petit peu moins lourde par rapport aux autorités religieuses qu'il ne l'a eu vis-à-vis des membres de sa famille qui pour beaucoup, ou en tout cas pour certains, étaient accusés de s'être enrichis à titre personnel et non pas au titre du royaume. Donc bien évidemment, il faudra voir comment cette réflexion est menée. Il faudra surtout voir si l'investissement de l'Arabie Saoudite dans un certain nombre d'aires géographiques, prenons l'exemple du Sahel, puisque je l'évoquais précédemment, en rappelant que dans les années 90, on critiquait, en tout cas ouvertement, ou on interrogeait le fait qu'un certain nombre de prédicateurs venus et payés par l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, avaient une certaine façon une logique de déstabilisation d'un islam soufique ou d'un islam malikite qui historiquement était ancré dans le territoire. Mais il faut regarder avec intérêt, ou en tout cas voir ce que l'Arabie Saoudite entend faire dans la région. J'en veux pour preuve les 100 millions de dollars qu'elle a proposé d'investir pour la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel, dont le but est évidemment de lutter contre des organisations terroristes, dont beaucoup, et d'où la perplexité, ou du moins parfois l'incohérence ou l'interrogation, dont beaucoup se revendiquent d'une forme d'un islam wahhabite et de ce tekfirisme qui a pu être exporté dans les années 90 à les mêmes pays qui en voient non seulement les limites, mais potentiellement les dangers dans leur propre territoire. Donc évidemment, ce sont des réflexions que nous devons aussi avoir en France. Pour revenir, si vous me permettez, à quelques propositions que moi je trouve pertinentes et sur lesquelles il me semblerait qu'il conviendrait de davantage médiatiser le caractère novateur. Alors j'en prends une parce que c'est une question sur laquelle j'ai moi-même essayé de réfléchir avec un certain nombre de collègues, qui est l'enseignement de l'arabe dans l'école publique ou et évidemment à la fois dans l'enseignement secondaire, primaire, secondaire et dans l'enseignement universitaire. Avec ce rappel quand même que nous avons fêté il y a de cela 5 ans les 300 ans de l'enseignement de l'arabe au Collège de France, et tout cela est passé quelque peu de manière inappropriée, en tout cas sous-médiatisée. Donc bien évidemment, il faut réfléchir à la création d'universités, par exemple, comme l'avait proposé Nicolas Sarkozy durant son premier voyage en Algérie en 2009 entre la France et l'Algérie, ou comme Emmanuel Macron l'a proposé récemment lors de son déplacement à Tunis entre la France et la Tunisie, puisqu'il est question d'un investissement de pratiquement 50 millions d'euros pour cette éducation, entre guillemets, avec ce partenariat et ce partage transméditerranéen. On parle par exemple d'un approfondissement du partenariat existant entre l'ENA de Tunis et l'ENA de Strasbourg. D'ailleurs, vous avez évoqué un certain nombre d'intellectuels qui peuvent influencer le président de la République. Il y en a 2 autres qui l'influencent très fortement et qui réfléchissent à toutes ces questions. Du reste, je les cite parce qu'ils étaient présents lors du déplacement d'Emmanuel Macron fin janvier. Gilles Kepel, bien sûr, et l'anthropologue tunisien Youssef Selik, qui est au cœur d'une polémique actuellement dans son propre pays par rapport à cet ancrage aussi de la laïcité sur la rive sud de la Méditerranée. Donc voilà quelques questions qui sont intéressantes à mettre en exergue. Je rajoute aussi le fait que bien évidemment on ne peut pas penser l'enseignement religieux sans penser à la place dont l'histoire doit tenir dans cet enseignement religieux. Et de ce point de vue-là, il y a des expériences très intéressantes entre un certain nombre d'historiens. Je reprends l'exemple franco-algérien parce qu'il est assez symbolique, entre Amrouche par exemple et Benjamin Stora, avec la réflexion d'un livre qui revisiterait l'histoire entre nos 2 pays depuis l'installation française en 1830 jusqu'à l'indépendance en 1962. Donc ça aussi, ce sont des questions qui sont à suivre avec beaucoup d'intérêt. Après, il y a un certain nombre d'idées qui me semblent là pour le coup tout à fait farfelues. Par exemple, l'idée de créer spécifiquement un secrétariat d'État à la laïcité et au culte, en oubliant le fait que le principe même de la loi de 1905, c'est de préciser qu'il n'y a pas besoin de créer un ministère pour en voir l'application réalisée. Et d'une certaine façon, tout cela affaiblit la force
prégnante de la Constitution, du principe de la laïcité qui est inscrit dans notre Constitution. Donc voilà, quelques commentaires et quelques idées. Je vous cache pas la vérité, il y a deux questions qui me brûlent. Hein, donc, la première, déjà, si vous le permettez, je vais revenir en arrière par rapport à cette histoire de l'Arabie Saoudite, puisque je parle avec un fin connaisseur en géopolitique, quand même, il faut l'admettre, M. Emmanuel Dupuy, parmi les personnalités qui travaillent depuis un certain temps, et ses idées sont très 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 demandées. Vous ne croyez pas que l'agenda pour laquelle a été élu M. Trump a joué un rôle important sur le changement en Arabie Saoudite, qui entraînera certainement un changement sur la gestion de l'islam au niveau mondial, qui aura des répercussions sur la gestion de l'islam en France? Alors bon, ça fait beaucoup de questions. Alors premièrement, il y a un impact direct, évidemment. L'élection de Donald Trump, change un petit peu la donne par rapport au mandat précédent du président Obama, qui avait un regard, je ne dirais pas circonspect, mais disons d'une prudente attention à l'égard d'un certain nombre de pays, encore une fois, par la genèse d'un certain nombre de mouvements qui, en prônant un islam intégriste radicalisé, ont pu aboutir à l'étape suivante, qui est celui de du passage du radicalisme à un radicalisme violent, générant un certain nombre d'organisations terroristes, s'en prenant donc à un certain nombre d'objectifs, dont des objectifs issus de pays entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, dits occidentaux. Donc bien évidemment, il y a une sorte de nouvelle lecture, nouvelle approche de la part du président américain, qui n'est pas une lecture religieuse, absolument pas. C'est une lecture totalement économico-centrée, avec un certain nombre d'intérêts économiques pour renforcer le lien entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Vous évoquez le fait que Donald Trump a ouvert la boîte de Pandore, c'est vrai, et je partage ce point de vue, ou en tout cas je l'interprète comme tel, quand il a fait son discours le 24 mai dernier à Riyad, à l'initiative du roi Salman, donc en présence d'un certain nombre de représentants de l'Organisation de coopération islamique réunis à Riyad. Oui, bien sûr, cela a eu un impact. Premier impact, la crise qatari en est un de ceci, puisque quelques semaines après, le 4 juin, un certain nombre d'États se liaient, le fameux quartet, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Yémen, et Bahreïn se liaient contre un autre membre de l'organisation de la même organisation du Conseil de coopération du Golfe musulman, lui aussi. Donc là aussi, il y a eu sans doute et puis bien évidemment la tension ou les tensions qui ont suivi à Bahreïn, avec les tensions qui se sont cristallisées entre les manifestants plutôt d'origine chiite et le régime monarchique plutôt d'origine sunnite. Bien évidemment, tout cela a eu un impact. Et puis bien évidemment, la crise yéménite, ou la continuation, hélas, de cette abomination qu'est la guerre au Yémen depuis 2014, en est un autre. Oui, bien sûr, cela a un impact. Maintenant, la vraie question qui est posée, c'est non pas la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais la manière dont l'Arabie Saoudite est en train de revisiter sa propre relation entre l'État, les cultes, enfin les religions, la religion d'État, et la manière dont un certain nombre de présupposés ou de préacquis sont en train de voler en éclats. Je prends juste un exemple, mais il est tellement parlant et tellement symbolique. La manière dont l'Arabie Saoudite est en train de laisser filer l'idée selon laquelle il conviendrait d'avoir un État palestinien, ou la solution des deux États que l'ensemble de la communauté internationale prône, à l'exception, me semble-t-il, des États-Unis, qui, en décidant de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, confirme le fait qu'il y a une tension de plus en plus forte et un soutien aux extrémistes, aux orthodoxes au sein du gouvernement Netanyahou. Alors moi, je me pose la question de savoir si effectivement il existe encore une solidarité entre pays musulmans quand on voit la manière dont le récent déplacement de Mohammed Ben Salman en Égypte, suivi par le déplacement en Grande-Bretagne ces derniers jours et aux États-Unis à partir de la semaine prochaine, est en train de faire voler en éclats cette capacité de cohésion de la communauté arabo-musulmane autour de la question palestinienne. Ça, c'est une question fondamentale, et l'on voit que paradoxalement,
les pays qui défendent le mieux la cause palestinienne sont ceux qui historiquement l'ont toujours fait. Je pense au Maroc, parce que le roi Mohamed VI est le président du comité Al-Quds. Et puis bien évidemment, je pense là aussi paradoxalement à l'Iran, qui devient de facto un de ceux qui défendent le plus soutien à cette idée d'une solution à deux États entre Israël et la Palestine. Parce que vous avez parlé du Maroc, ce sera ma dernière question si vous le permettez. Le Maroc récemment était sur la une internationale, et notamment à travers le dossier du Sahara, au tribunal, la Cour européenne. Selon vous, est-ce que le Maroc a fait ce qu'il fallait faire pour défendre ses intérêts? Parce que on voit il y a une remontée assez importante de ce groupe, qui est le Polisario, sur la scène internationale, sachant qu'il y a un grand nombre de Sahraouis qui vivent au Maroc et qui ne sont pas à la une. Alors c'est une question que j'ai suivie avec beaucoup d'attention, et la décision effectivement de la Cour de justice de l'Union européenne était attendue, malheureusement, dans le sens de cette remise en cause de la capacité de l'Union européenne de signer un accord de pêche avec le Maroc sur la partie donc méridionale, la partie méridionale de ces côtes atlantiques. Comme du reste, il y a de cela déjà 2 ans la même réflexion sur l'accord agricole liant l'Union européenne et le Maroc. Moi, je résume mon propos en 3 points. Premièrement, la relation entre l'Union européenne et le Maroc, et singulièrement entre la France et le Maroc, est tellement importante qu'une simple décision de justice, je rappelle que la Cour européenne de justice, ce sont 9 membres qui, évidemment, c'est le sacro-saint principe de la séparation, ne font pas la politique étrangère et ne font pas, et leur décision de justice n'a aucune incidence sur la politique étrangère de l'Union européenne, qui depuis 2007 a engagé une réflexion encore plus approfondie dans une logique de statut avancé à accorder au Maroc. Premier point. Deuxième point, la réflexion qui est actuellement en cours est moins insistante sur la relation entre l'Union européenne et le Maroc, mais plus entre l'Union africaine et le Maroc. Cette décision, évidemment, implique un certain nombre d'incidences économiques, puisque 11 pays de l'Union européenne pêchent dans les eaux marocaines. Et donc, bien évidemment, cela va avoir des conséquences. Maintenant, je rebondis par rapport à ce que vous dites et je reviens à la prégnance de l'Union africaine. Bien évidemment, la République arabe sahraoui et démocratique fait partie, en tout cas c'est comme ça, que c'est une des raisons pour lesquelles le Maroc a quitté l'Organisation de l'Unité africaine en 1984, fait partie donc de l'Union africaine. Donc il y a une réflexion qui doit être menée maintenant en concertation entre les membres de l'Union africaine et le Maroc, et bien évidemment, ça c'est un nouveau chantier qui va s'offrir, puisque le Maroc finalement ne fait que arriver 33 ans après avoir quitté les instances. Donc il faut que le Maroc se repositionne, se réaffirme dans un certain nombre de commissions. Je pense à une commission en particulier, la commission paix et sécurité, qui, faut-il le rappeler, depuis une quinzaine d'années est trustée par un ancien ministre des Affaires étrangères algérien. Donc là aussi, c'est une réflexion évidemment intéressante. Maintenant, vous avez raison de rajouter le fait que le Maroc a aussi une autre réflexion, c'est celle de la cohésion et de la solidarité régionale, et le fait que en juin prochain, la question de l'intégration du Maroc au sein de la CEDEAO est posée, est aussi une question pertinente, est aussi une question qui me confirme dans l'idée qu'une décision de justice ne représente pas ou ne doit pas être un frein à la relation importante que nous devons avoir avec le Maroc. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'équivalent de la ministre des Affaires étrangères, Federica Mogherini, la haute représentante pour la politique extérieure, a dit que bien évidemment rien ne changerait dans l'importance et donc dans la vitalité de la relation entre l'Union européenne et le Maroc. Et pour revenir à notre question, bien des choses que nous pouvons proposer en France peuvent s'inspirer du modèle marocain. Je prends par exemple l'idée selon laquelle en France nous devrions proposer une formation, un recrutement, un financement par l'État des imams qui seraient des fonctionnaires. Et il me semble que ces questions ont été posées au niveau du Maroc avec la constitution d'un certain nombre de formations, un certain nombre d'écoles. À l'Imana, je pense à l'Institut Mohamed VI qui forme déjà depuis 2013 plusieurs centaines d'imams dans l'ensemble de la sous-région,
en l'occurrence plus précisément sur le Mali, où il y avait un besoin de réaffirmer le caractère endogène de l'enseignement de l'islam. On pourrait prendre d'autres exemples. L'Ouzbékistan a aussi une réflexion autour de la fonctionnalisation des imams à travers un institut qui s'appelle l'Institut Al-Bukhari, qui forme les imams non seulement ouzbeks, mais les imams qui ont vocation à prêcher, à administrer le culte dans l'ensemble de la région d'Asie centrale. Donc quand nous pensons à la réflexion autour d'une école nationale d'aumônerie, cela, évidemment, doit être, comparé, ou nous devrions le penser en réfléchissant à ce que d'autres pays ont pu faire. L'exemple du Maroc, de ce point de vue-là, est intéressant. L'exemple du Maroc est d'autant plus intéressante qu'il y a la réflexion aussi autour de la commanderie des croyants, puisque c'est une institution qui existe et qui donne un caractère légitimant aux responsables politiques, en l'occurrence le roi du Maroc. Et de ce point de vue, là aussi, il y a une réflexion aussi que nous devons avoir sur la manière dont la France peut être perçue comme légitime vis-à-vis d'un certain nombre de pays musulmans où elle a pu avoir une histoire commune. Rappelons quand même quelques chiffres, et je terminerai par là si vous me permettez. Un rapport du CEVIPOF, une étude du CEVIPOF en 2005, rappelle que 60% des Français d'origine d'Afrique du Nord ou de Turquie se déclarent musulmans. Mais ils se déclarent musulmans, et c'est la deuxième partie de la question, non pas par la pratique de la religion, mais musulmans par l'histoire qu'ils leur est léguée. Et de ce point de vue-là, on aurait tort de penser qu'une partie de la communauté musulmane de France s'estime musulmane parce qu'elle porte un non-musulman. Avec ce rappel, 66,2% de la population française d'origine musulmane a je me trompe. Le chiffre exact, c'est que la donnée exacte, c'est que 6,2% de la population française a au moins un parent musulman. Donc, encore une fois, en l'absence de statistiques techniques, ce sont les statistiques les plus proches pour essayer d'analyser, de décrypter cette question, avec aussi un regard sur une représentation plus proportionnelle au niveau politique. Il n'existe pas de vote de musulmans, mais il n'existe pas de vote musulman, mais il existe bien un vote des musulmans. Encore une fois, qui est intéressante à mesure que les élections européennes et municipales arrivent, avec là aussi, pour aller à l'encontre des idées reçues, une stricte proportionnalité dans cette représentativité, de la religion musulmane et des candidats donc appartenant à la culture arabo-musulmane, puisque 6,5% des candidats aux dernières législatives affichaient une personne appartenant donc à une culture arabo-musulmane. Comme je vous le disais, c'est peu ou prou les chiffres qui correspondent à la présence et donc aux personnes se déclarant de confession musulmane en France. Tout ça pour dire, pour aller à l'encontre des idées reçues, il n'y a pas une sorte de bloc monolithique qui voudrait que la communauté musulmane soit unifiée pour exiger des éléments qui soient périphériques à la République. Il y a au contraire une réflexion qui transcende l'ensemble des secteurs d'activité. Et de ce point de vue-là, il conviendrait, en réfléchissant à la place que l'islam doit avoir dans notre République, surtout de ne pas tomber dans l'écueil qui voudrait dire qu'on le communautarise. C'est la raison pour laquelle la réflexion sur l'islam de France ne peut pas seulement être confiée au Conseil représentatif du culte musulman. Votre réflexion, M. Emmanuel Dupuy, est en gros, quelque part, c'est un échantillon de la réflexion, si j'ose dire, de la proposition qui a été faite par M. Hollande de faire voter ça ne reste que sur le plan local, des étrangers. Donc vous voyez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'arrive. Donc la comparaison elle est là quelque part. Et le fait, tout simplement, la question qui s'impose, est-ce que le terrain est fertile? Est-ce que la France est prête à accepter cet changement qui ne peut être que bénéfique pour la France? Alors moi je le pense très sincèrement, et c'est une position politique que ma famille d'origine, donc ma famille politique de rattachement, les centristes, positionnons depuis de longues années. Mais attention, les chiffres que je vous donnais, ce ne sont pas les chiffres de votants extérieurs ou périphériques à la République, ce sont des Français de confession musulmane. En plus, là je ne parle pas du vote étranger, je parle de vote de Français se déclarant par, encore une fois, l'histoire, par la génération,
par les différentes, l'interculturalité qui convient de prendre, de considérer composant donc notre roman national, qui n'est pas seulement fait de français du territoire national ou de l'Hexagone singulièrement. Tout cela est une autre question. Mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, le vote des étrangers est une réflexion que nous devons engager pour une raison simple, c'est que nous sommes quasiment un des rares pays européens à ne pas l'avoir engagé. Et donc de ce point de vue-là, nous sommes en retard pour l'engager. Et donc moi je pense que c'est une question qui mérite d'être pensée, mais encore une fois, elle est pour vos auditeurs et utile de le préciser, totalement périphérique à la question de la place de l'islam dans la République ou de l'organisation du culte musulman, qui là encore une fois mérite d'être posé parce qu'il ne s'est pas posé de la même manière que nous l'avons posé au moment du Concordat en 1802 avec les religions existantes, les cultes luthériens, réformés, israélites et catholiques, et bien évidemment en 1905, où là aussi la question du culte musulman ne se posait pas dans les proportions que nous connaissons maintenant, avec ce rappel, entre 4,5 millions et 6 millions de citoyens français sont de confession musulmane. Monsieur le Président de l'Institut Prospective et Sécurité d'Europe, merci infiniment de cette participation. Merci à vous. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Bon courage pour la suite de vos émissions. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Arc-en-ciel, la chronique.